Bonjour, je m'appelle Constance, j'ai 28 ans et je suis avocate pénaliste, quasi exclusivement du côté de la défense. En clair, mon métier au quotidien, c'est de défendre des trafiquants de stupéfiants, des personnes qui sont soupçonnées de vol, d'apologie du terrorisme, de pédopornographie, d'outrage, de rébellion, de viol, de conduite sous alcool, d'abus de confiance, d'escroquerie, etc. Alors, je suis peut-être pas tout à fait conforme à l'idée que vous faites des gens qui font ce métier. Vous n'avez pas tort. C'est un monde quasi exclusivement d'hommes, au surplus plus âgés. C'est un monde d'apparence, c'est un monde de rapports de force. Mais finalement, je leur ressemble. En tout cas, j'ose l'espérer. Parce que derrière ce qu'on peut penser de l'avocat pénaliste, derrière les costards à 10 000 euros et les gueules cassées, il y a des valeurs. Et elles nous sont communes. Parce que je pense sincèrement que chacun son style, mais on se bat tous et on encaisse tous les mêmes coups au quotidien au profit d'une même cause. C'est étrange de venir vous parler de moi, parce que d'habitude, je me cache derrière mon client, et puis en plus, j'ai pas ma robe aujourd'hui. Et j'ai été surprise quand Héloïse m'a proposé de participer à ce thème, parce qu'à force de rester qu'entre avocats dans nos bulles, on oublie ce qu'il peut y avoir de polémique. Je me suis rappelée après. En tout cas, je suis très heureuse de venir aujourd'hui vous parler de ce métier et tout ce qu'il y a de magnifique, mais à la fois de très éprouvant pour une femme, une jeune femme, de défendre ce qu'on appelle communément des délinquants ou des criminels. Et j'étais d'autant plus surprise que le propre du métier d'avocat, et de surcroît pénaliste, c'est de ne pas avoir d'avis. Être avocat, c'est regarder les faits, c'est aller au-delà des apparences, c'est prendre le temps d'expliquer tout ce que la personne qu'on défend ne peut pas expliquer. Puis c'est présenter, c'est prendre le temps de réunir un maximum d'informations et de pouvoir de préparer le terrain, de pouvoir les proposer au juge pour que lui se forge un avis. C'est le temps du débat. Et avocat en pénal, c'est arrivé souvent après que beaucoup, donc pas le juge, mais beaucoup d'autres intervenants se soient fait déjà un avis. Donc les policiers, la partie adverse, le procureur, la partie civile, mais aussi les médias, l'opinion publique. Et donc c'est aller à contre-courant. Et c'est un exercice mental assez particulier parce qu'il faut lâcher ses convictions et il faut arriver neutre. Alors, très rapidement, il y a deux situations pour l'avocat pénaliste. Première situation, on arrive face à quelqu'un qui reconnaît les faits ou on arrive face à quelqu'un qui ne reconnaît pas les faits. Lorsqu'il ne reconnaît pas les faits, rassurez-vous, on ne va pas contre l'évidence. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde un dossier. Et un dossier, on l'étudie de manière quasi scientifiquement. Il y a la preuve ou il n'y a pas la preuve. S'il y a la preuve et si c'est évident qu'il a commis les faits, on l'incite, dans la mesure du possible, à reconnaître les faits. En revanche, si le dossier permet de douter, et c'est pour ça qu'il faut une lecture attentive, si le dossier permet de douter, alors là, on y va à fond, parce que vous conviendrez que s'il n'y a pas la preuve et la certitude de sa culpabilité, alors la personne doit être relaxée ou acquittée. Et ensuite, donc dans l'hypothèse où la personne reconnaît les faits, où sa culpabilité a priori est acquise, là, l'autre exercice, et le deuxième préalable finalement au métier d'avocat pénaliste, c'est de l'écouter et de ne pas juger. Donc, un petit peu plus dans le détail, le fait de douter, qui est le premier préalable. C'est par moments très difficile, puisque on est humain, et qu'on arrive dans des situations où tout laisse penser, par exemple, que la personne est coupable. Où elle a une tête de coupable, ou la partie civile en face, très convaincante, où les éléments dans le dossier, a priori, au premier abord, laissent penser que la personne est coupable. Eh bien, il faut se poser, il faut prendre le temps d'étudier chaque élément et de douter. Et de dire, mais alors, il y avait une première lecture qui est a priori évidente, mais alors moi, je vais retourner cet argument-là et je vais essayer de le comprendre différemment. Et je vais avoir une autre lecture, mais celle que le client me propose, même si a priori, elle m'a pas convaincue, je vais quand même faire l'effort. Parce que si on ne fait pas cet effort-là, personne d'autre le fera. Et je sais pas si vous connaissez, mais je pense, le livre, puis le film 12 hommes en colère, l'un des jurés,
l'un des jurés, pendant le délibéré, dit « Mais regardez, cet homme est coupable, même son avocat n'y croit pas. » Vous voyez l'importance de se poser cette question, même si tout le condamne, est-ce qu'il ne serait pas innocent? Donc, une fois qu'on a fait ce travail-là, et si après une étude un peu plus approfondie du dossier, finalement, le dossier permet de penser que la personne est coupable et qu'elle va reconnaître les faits, si ce n'est pas déjà le cas, là, il va falloir l'écouter, prendre le temps. Et alors, dans l'exemple d'avant, la personne avait une tête de coupable, maintenant, elle a une tête de salaud. Alors, comment on fait quand on a un cas qui nous touche personnellement et où c'est difficile et qu'on n'a pas envie d'entendre ce qu'il a à dire? Eh bien, on le fait, on prend le temps, on met ses émotions de côté et on tend l'oreille. Et moi, j'ai un exemple, un de mes rares cas de conscience, ça a été quand j'ai une amie un week-end qui m'a avoué qu'elle avait été battue par son mec pendant 2 ans. J'avais rien vu et j'étais très très affectée par cette nouvelle. J'en aurais pleuré, bien entendu, s'il n'avait pas fallu être forte sur le moment pour elle. Et le mercredi, je défendais en correctionnel quelqu'un qui était soupçonné, en tout cas qui était poursuivi pour avoir frappé sur sa compagne. Alors ça a été compliqué, mais très rapidement, j'ai vraiment essayé de mettre mes émotions de côté, et pourtant j'avais vraiment été affectée, mettre mes opinions, parce que je suis profondément féministe, mes convictions, etc. de côté, pour regarder le dossier, la situation qui est très spécifique, qui est pas, c'est pas un acte général, une cause que je défends, c'est un homme à un moment donné, une situation. Il doit y avoir des choses à entendre. Et donc, il faut faire cet effort-là. Et c'est pas toujours facile, mais en tout cas, c'est indispensable lorsqu'on est avocat. Alors, être avocat en droit pénal, c'est aussi très particulier parce que il y a un facteur émotionnel qui est très fort, comme je viens de vous l'expliquer, mais aussi il y a beaucoup de tensions. Donc, s'il y a eu quelques réactions dans la salle un petit peu réfractaires à l'annonce de mon métier, vous imaginez bien que des policiers, eux, quand ça fait 8 mois qu'ils bossent sur leur enquête et qu'on arrive et qu'on leur reproche les failles de leur dossier, etc., on n'est pas souvent bien accueillis. Et souvent, quand on est une nénette, qu'on arrive, qu'on n'est pas très âgé, qu'on a un flic derrière avec le drapeau du Racing Club, etc., qui a son balai et qui nous regarde en disant « mais c'est qui celle-là ?» La voix du client, elle n'est pas facile à porter et il faut la porter très haut, très fort, encore une fois, parce qu'il y a des tensions. C'est beaucoup de rapports de force. Les audiences sont chargées et ça, c'est pas un mythe. Hein. La justice manque de moyens terriblement et c'est pas la faute des magistrats, mais ça devient une justice à la chaîne, une justice de masse. Et nous, notre rôle en tant qu'avocat, c'est de venir et veiller à ce que les tensions, le manque de moyens, ne viennent pas impacter sur les droits du client et sur la sérénité justement des débats. Mes lieux de travail, ils sont pas reluisants non plus. C'est les prisons, les maisons d'arrêt, le box, les tribunaux, les locaux de garde à vue. Et mes clients, tout est fait pour ne pas les aimer au premier regard, comme ça. Hein. Ils ont perdu malheureusement une grande part de leur humanité, de leur dignité. Ils sont entravés, ils sont dans des box. Et puis voilà, ils ont passé souvent plusieurs jours en garde à vue, donc il y a une certaine odeur. Il y a un certain contexte et c'est pas évident. Donc c'est un métier particulier qui suscite beaucoup d'incompréhension. Moi, j'en ai eu, j'ai beaucoup de débats dans mes proches, avec ma famille, avec mes amis. Et souvent, les questions qui sont tout à fait légitimes, qui reviennent de manière récurrente, c'est comment tu fais pour défendre des pédophiles, comment tu fais pour défendre des salauds. Et voilà, c'est des questions qui reviennent et qui sont légitimes et que j'entends tout à fait. Alors vous vous demandez peut-être comment j'en suis arrivée à faire ce métier. Pourquoi ? J'avais 14 ans quand mes parents se sont séparés et comme chaque enfant dans cette situation, j'ai passé la moitié du temps avec mon père, qui était dépressif et sacrément dépressif parce que il buvait, il coulait, il me disait qu'il y avait que moi à qui il parlait, qu'il devenait fou, etc., etc. Et donc il n'était pas au rendez-vous, c'était pas un papa très responsable et il assurait pas sa mission, bien au contraire.
Il me parlait de sa maladie, il me parlait de Camus, il me parlait de sa souffrance. Et en réalité, le seul moyen à un moment donné pour capter son attention, pour capter son regard, son amour, c'était de le rejoindre dans sa souffrance. C'était la seule porte ouverte pour entrer en communication avec lui. Et j'ai fait ma première dépression à 16 ans. Mon entourage lui reprochait sa faiblesse. Il était faible, il aurait dû être fort. C'était comme ça, c'est pas autrement. Pourquoi il se mettait pas un coup de pied dans le cul? Pourquoi il se bougeait pas? Et on me disait, mais te laisse pas aller, te laisse pas emporter avec lui. Et en fait, moi, je pouvais pas condamner mon père. C'était pas possible. Parce que le condamner, c'était revenir à dire, mais en fait, il m'aime pas. Parce que j'avais deux options. Soit considérer, mon père m'aime pas, puisque s'il est comme ça, c'est qu'il m'aime pas. Ou alors, c'est qu'il arrive pas à m'aimer. Et j'ai choisi la deuxième option. Et pourquoi il n'arrive pas à m'aimer? Pourquoi il n'arrive pas à bien m'aimer? Et ben finalement, c'est à cause de sa fragilité. Et pourquoi il est si fragile? Et c'est quoi la dépression? Finalement, ça a été mon premier client. Assez tôt dans ma vie, j'ai plus accepté et supporté que les autres se fassent un avis juste sur ce qu'ils voyaient. Et je supportais pas qu'ils soient condamnés sous autre forme de considération et qu'on cherche pas à voir l'homme qui avait et l'homme qui avait derrière cette dépression. Je supporte pas, en fait, le lynchage sur la place publique de la faiblesse des autres. On n'est pas seulement ce que les autres voient de nous à un moment T. Oui, mon père n'a pas été un bon mari, il n'a pas été un bon père. Est-ce que c'est mal? Oui, très certainement. Est-ce qu'il en est responsable? Ça, c'est une autre question. Pas nécessairement. Donc, dès l'adolescence, j'ai soif d'une société plus juste, d'une société qui condamne pas les failles des autres. Et mon avis, c'est que je n'ai pas à avoir d'avis. Parce que en réalité, il y a toujours une autre version des faits. Il y a toujours une autre vérité, et la vérité, c'est un pluriel de points de vue. Il suffit juste de vouloir l'entendre et de tendre l'oreille. Alors oui, je défends des personnes qui ont fait des choses mal, qu'on considère comme des monstres, mais là où les gens voient des monstres, moi je vois une humanité. Et très rapidement, je vous donne cet exemple du jeune de 13 ans que j'ai défendu, qui était déjà incarcéré à 13 ans pour sa deuxième tentative d'assassinat. Donc c'est quand même déjà un peu lourd, mais je lui ai posé la question. Il commettait des vols à l'arraché qui se passaient très mal. Je lui ai demandé mais pourquoi il volait. Et il m'a expliqué que il avait été placé en foyer dès ses 3 mois avec son jumeau, qu'il avait été baladé de centre, de foyer, de centre d'hébergement à centre d'hébergement. Et il m'a dit mais il y a un moment donné quand il y avait plus de place, j'ai fait un choix, il y avait un problème, j'ai trouvé une solution. J'allais pas dormir à 13 ans dans la rue parce que sinon c'était me dire qu'il y avait plus aucun espoir. Donc je vous dis pas ça, ce garçon il sera condamné puisqu'il a commis une infraction, il l'a reconnu, elle est caractérisée, il sera condamné, il n'y a pas de souci. Simplement, le fait de comprendre son histoire, le fait de comprendre ce qui l'a poussé à choisir la violence, ça permet d'avoir un autre regard sur ce qu'on nous a présenté au début. Vous savez, les choses, elles sont toujours plus de relief qu'il n'y paraît. Un acte monstrueux ou un acte mal condamnable, c'est jamais juste un acte. Il y a toute une histoire derrière. Moi, le mec que je défends, c'est rarement des femmes, mais la personne que je défends, elle vit, elle respire, elle a une famille ou pas, elle a des émotions, elle a ses joies, ses peines. Donc c'est jamais blanc ou noir. C'est jamais bien tracé. Et j'aimerais citer un avocat, un grand avocat, Jean-Yves Liénard, qui est décédé très récemment et qui disait, je le cite, « Je crois que je n'ai jamais eu de connard absolu. Le type n'est jamais à la hauteur de son crime. Il est souvent petit, veule, lâche. Tout le travail de l'avocat consiste à lui rendre son humanité. » Mais finalement, c'est plus rassurant de se dire que c'est un salaud. Parce que, en fait, quand on juge l'acte et qu'on juge pas l'homme, ça nous permet de ne pas s'identifier. Ça nous permet de rejeter le problème loin de soi, loin de sa vie. Alors que la faille, que l'erreur, elle est tellement humaine et elle fait partie de chacun de nous. Il y a des gens qui sont simplement plus équipés pour pas trébucher, pour pas vriller tout le long de leur vie. Par exemple, pour ce jeune de 13 ans, il faut se poser à un moment donné la question, en toute humilité, est-ce que, avec sa vie, de A à Z, le cas théorique, si j'avais sa vie de A à Z, est-ce qu'à un moment donné, j'aurais pas été amenée à faire le même choix, à prendre la même direction? Parce que ces gens-là, les délinquants, les criminels, la plupart du temps, ils sont au plus proche des dysfonctionnements de la société. Et moi, je crois profondément au déterminisme social économique. Je pense qu'on est le produit de sa vie, de son éducation, de son milieu. Je pense que, par exemple, pour sortir de la violence, quand on a baigné dedans, il faut certains outils pour en sortir. Et tout le monde les a pas. Le libre arbitre,
excusez-moi l'expression, par moment, c'est un problème de riche. Le libre arbitre, tout le monde ne l'a pas. Et en matière de mœurs, d'abus sexuels, par exemple, les statistiques sont parlantes. Et je ne dis pas que toutes les personnes qui ont été agressées deviennent agresseurs, pas du tout. Je dis juste que les statistiques montrent que la plupart et une grande majorité des agresseurs ont été agressés. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Bien entendu qu'il faut des lois et qu'il faut des sanctions. Parce que sinon, ça serait l'anarchie, bien entendu. Mais de prendre en considération tous ces éléments-là, ça me permet d'avoir une autre approche de la faute. En tout cas d'un point de vue moral. Et ça, c'est un point qui me tient à cœur et j'en aurai bientôt terminé. C'est le point de vue moral, parce que souvent quand on me demande mais comment tu fais pour défendre des délinquants, il y a souvent un jugement de valeur derrière. Mais c'est pas parce qu'on enfreint la loi qu'on enfreint une règle de moralité. Il faut bien faire la distinction entre la loi et la morale. La morale, ça évolue. C'est tellement subjectif en fonction des époques, en fonction des sociétés, d'un pays à l'autre, etc., d'une culture à l'autre. Et les lois, c'est d'un point de vue plus objectif. Voilà, c'est un cadre légal, c'est une structure. On a opéré, le législateur a fait un choix à un moment donné. Mais c'est pas forcément des choix en fonction de la morale. Et au-delà de ça, moi, je me pose la question. Et je pose la question en général à la personne qui s'interroge sur comment je fais pour faire ce métier. C'est qu'est-ce qui est le pire entre une personne, par exemple, qu'on pourrait qualifier de détestable dans la vie au quotidien, des personnes qui sont par exemple profondément égoïstes, méchantes, qui sont avares, qui sont racistes, qui sont homophobes, par exemple. Qu'est-ce qui est de pire entre une personne comme ça et une personne qui à un moment donné a enfreint la loi, objectivement qui a enfreint la loi, alors par rapport à par exemple qui a acheté du stupéfiant, qui a vendu du stupéfiant, qui a volé une voiture. Voilà, c'est des questions, je n'ai pas du tout la prétention de répondre à ce débat, mais je dis juste que c'est intéressant au moins de se poser la question. Donc vous l'aurez compris, moi la difficulté dans mon métier, c'est pas tant les cas de conscience que je rencontre, mais c'est plus des difficultés qui sont hautes, c'est de se sentir à la hauteur, c'est les rapports de force au quotidien. Je vous le disais tout à l'heure, d'être une femme et d'être une jeune femme dans ce milieu-là, c'est pas souvent facile. On m'a longtemps répété qu'une femme c'était trop dur, que c'est un métier très fort, qu'il faut avoir des tripes, etc. Donc c'est pas évident. Mais je me rassure quand j'entends Éric Dupond-Moretti qui dit qu'il a mis 10 ans avant de bien plaider, et que sinon il vomissait avant chaque audience. Donc ça rassure. Mais émotionnellement, c'est compliqué. Je vous le cache pas, bien entendu, quand je suis confrontée à des situations, oui, c'est dur. J'ai besoin de break dans ma vie, j'ai besoin de voir des gens qui vont bien, etc. Parce que sinon je tiens pas le coup. Mais je me dis pas ah cet homme est un connard ou les hommes de manière générale, l'humanité c'est de la merde. Je me dis pas ça. Je me dis à la limite si je dois me dire quelque chose, c'est plus le monde qui fonctionne mal et le monde qui va mal, parce que la délinquance, la criminalité, elle a toujours existé. Elle existera toujours parce qu'elle fait partie de l'humanité. C'est ça qu'on a du mal par moment à concevoir. Elle fait partie de l'humanité, mais elle est favorisée souvent par des inégalités, par des dysfonctionnements. Et comment je gère au quotidien ce trop-plein d'émotions? Eh ben, je prends du recul et je me dis que tout est trop compliqué pour avoir un avis et que chacun a sa part d'ombre, chacun a sa part de lumière et qu'on vit dans un joyeux bordel.